Saviez-vous qu'un seul pistachier peut vivre plus de 30 ans et continuer à produire des fruits avec la même vigueur année après année? Ce qui semble être un simple encas est, en réalité, le résultat d'un processus méticuleux, rempli de science, d'histoire et de techniques perfectionnées au fil des générations. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons dans un voyage fascinant pour découvrir la véritable origine de la pistache. Un fruit connu comme l'or vert. Nous visiterons les champs où elle est cultivée, explorerons les techniques modernes qui la rendent possible et découvrirons les secrets qui permettent à cet arbre de prospérer là où d'autres cultures échouent. Qu'est-ce qui rend la pistache si spéciale? Pourquoi a-t-elle besoin d'arbres mâles et femelles pour se reproduire? Et comment parvient-elle à se développer dans des conditions si extrêmes? Ces questions et bien d'autres trouveront leurs réponses à mesure que nous parcourrons chaque étape de sa production, depuis la plantation et la greffe jusqu'à la récolte et son traitement industriel. Que vous soyez amateur de fruits secs, passionné de nature ou simplement curieux de savoir ce qui se cache derrière chaque poignée de noix que vous consommez, cette vidéo vous ouvrira les yeux. Préparez-vous, car vous êtes sur le point de voir la pistache comme jamais auparavant. Bien qu'on la trouve aujourd'hui dans les rayons des supermarchés, la pistache est bien plus qu'un simple fruit sec. C'est une capsule vivante d'histoire. Originaire du Moyen-Orient, dans des régions comme l'Iran, la Syrie et la Turquie, ce fruit est cultivé par l'être humain depuis plus de 7000 ans. Des civilisations comme les Perses, les Grecs et les Romains la considéraient déjà comme un aliment réservé à l'élite. Dans l'ancienne Perse, par exemple, elle était offerte en tribut aux rois et empereurs, et symbolisait la richesse, le pouvoir et la longévité. Son expansion à travers le monde fut lente mais constante. Via les routes commerciales, notamment la célèbre route de la soie, la pistache atteignit l'Asie centrale, puis la Chine, ensuite l'Europe et finalement l'Amérique. Pendant des siècles, son accès fut limité, presque exclusif, jusqu'à ce que la science agricole et la mondialisation transforment sa production. Au XXe siècle, la Californie devint protagoniste grâce à son climat aride et ensoleillé, parfait pour cette plante résistante. Aujourd'hui, les États-Unis rivalisent avec l'Iran dans la production mondiale, tandis que d'autres pays comme la Turquie, la Syrie, la Grèce, l'Italie et l'Espagne participent également activement au marché. La pistache a conquis les cuisines, les marchés et les cultures. C'est l'un des rares aliments anciens qui a maintenu son prestige jusqu'à aujourd'hui sans perdre son essence. Ce qui fut autrefois considéré comme un luxe fait maintenant partie du quotidien de millions de personnes. Mais derrière chaque fruit se cachent des milliers d'années d'évolution, de sélection, de commerce et de sagesse agricole. Et cela, sans aucun doute, en fait l'un des aliments les plus fascinants de notre histoire alimentaire. Le pistachier n'est pas n'importe quelle plante, c'est une espèce tenace, conçue par la nature pour résister à ce que beaucoup d'autres ne pourraient supporter. Là où d'autres espèces échouent, lui prospère. Botaniquement connu sous le nom de Pistacia vera, cet arbre à feuilles caduques est originaire de zones désertiques et semi-arides du Moyen-Orient. C'est un prodige d'adaptation. Il tolère les sols pauvres, les températures extrêmes et de longues périodes sans pluie. Paradoxalement, plus le climat est hostile, plus son fruit est généralement intensément savoureux. Cela en fait la star agricole de zones comme la Californie, l'Iran, la Turquie ou le sud de l'Espagne. Le pistachier pousse lentement. Il peut mettre entre 7 et 10 ans pour atteindre son pic de production. Mais une fois mature, il peut continuer à produire des fruits pendant plus de 3 décennies. Certains arbres dépassent les 50 ans et continuent à donner des récoltes chaque saison. Une particularité de cette plante est qu'elle est dioïque. Il existe des arbres mâles et des arbres femelles. Seuls les spécimens femelles produisent des pistaches, mais ils ont besoin du pollen des mâles pour le faire. C'est pourquoi les agriculteurs doivent distribuer soigneusement les arbres mâles dans le champ, un pour chaque 8 ou 9 femelles, pour garantir une bonne pollinisation qui se réalise principalement par le vent. Le tronc du pistachier est robuste, avec des branches qui s'étendent comme des bras ouverts au soleil. Ses racines, longues et profondes, cherchent l'humidité dans les couches les plus basses du sol. Chaque partie de l'arbre est optimisée pour survivre avec le minimum et donner le maximum. Le pistachier représente bien plus qu'une plante. C'est un témoignage de la résilience et de la sagesse agricole accumulée durant des millénaires. Derrière chaque pistache se cachent des années de travail, de patience et de décisions stratégiques qui commencent bien avant que l'arbre ne donne son premier fruit. Le processus de culture est aussi complexe que fascinant, et chaque étape est calculée dans les moindres détails. Tout commence par la sélection du matériel végétal. Les agriculteurs choisissent entre planter des graines directement ou recourir à la greffe sur des porte-greffes résistants. La greffe est une pratique courante car elle permet de combiner les meilleures caractéristiques de 2 variétés. Des racines plus fortes avec des couronnes plus productives. Cette technique améliore non seulement le rendement, mais raccourcit également le temps nécessaire pour qu'un arbre commence à donner des fruits, ce qui est essentiel pour accélérer la rentabilité de la culture. Une fois les plants sélectionnés, vient le moment de la plantation. La distance entre les arbres est cruciale. Normalement, ils sont plantés entre 3 et 4 mètres les uns des autres. Cet espace garantit que les racines s'étendent sans compétition et que le feuillage reçoive suffisamment de lumière solaire, essentielle pour la photosynthèse et pour une production saine à long terme.
L'irrigation est également un facteur déterminant. Bien que le pistachier tolère la sécheresse, un système d'irrigation efficace peut faire la différence dans la qualité et la quantité du fruit. La technique la plus utilisée dans les plantations modernes est l'irrigation goutte à goutte, qui permet de fournir la quantité exacte d'eau directement à la racine, minimisant le gaspillage et évitant les maladies dues à l'excès d'humidité. Cette méthode contribue en outre à une agriculture plus durable dans les zones de pénurie hydrique. Durant les premières années, l'arbre nécessite un soin constant, éliminer les mauvaises herbes, le protéger des parasites et surtout lui donner forme. La taille précoce permet de former une structure solide qui supportera le poids des futures récoltes. Généralement, on sélectionne 3 ou 4 branches principales qui agiront comme la base de l'arbre. Ce processus de formation n'est pas seulement esthétique. S'il est réalisé correctement, il optimise l'entrée de lumière, améliore la circulation de l'air et réduit la probabilité de maladie. C'est un art qui mélange biologie, expérience et vision à long terme. Les erreurs à cette étape peuvent compromettre des années de production future. En parallèle, on applique des engrais soigneusement formulés, ajustés selon le type de sol, l'analyse foliaire et les besoins spécifiques de la plante. L'objectif est que l'arbre grandisse fort dès le début avec des racines saines et un système immunitaire naturel capable de résister au passage du temps. La croissance du pistachier est lente. Les premiers fruits peuvent apparaître dans la 3e ou 4e année, mais ce ne sera qu'à la 7e ou 10e année que sa production se stabilisera. Cette période d'attente peut sembler éternelle, mais c'est un investissement à long terme. Une fois en marche, l'arbre peut donner des fruits de qualité pendant des décennies. Chaque étape de la culture de la pistache est un pari sur l'avenir, un cycle agricole qui combine tradition, science et beaucoup de patience. L'un des secrets les mieux gardés de la pistache est sa manière particulière de se reproduire. Contrairement à de nombreuses cultures qui contiennent des fleurs hermaphrodites, le pistachier est une plante dioïque. Il existe des arbres mâles et des arbres femelles complètement séparés. Cela signifie qu'il ne suffit pas de planter une seule variété. Pour obtenir des fruits, il est indispensable de combiner les deux sexes dans des proportions précises au sein du verger. Pour chaque 8 ou 9 arbres femelles, on plante un mâle. Mais leur emplacement n'est pas aléatoire. Ils doivent être situés stratégiquement pour que le vent puisse transporter le pollen de manière efficace et uniforme. Oui, vous avez bien entendu. Dans la pistache, le vent est le principal agent pollinisateur. Bien que dans certains cas on utilise également des insectes comme les abeilles pour renforcer le processus, c'est la brise qui réalise la majeure partie du travail. C'est pourquoi la direction du vent dans le champ est un facteur clé que les agriculteurs étudient soigneusement avant de planter. Une fois pollinisées, les fleurs femelles commencent à se transformer en grappes de fruits qui passeront par plusieurs mois de développement. Durant ce temps, l'arbre investit une grande partie de son énergie à épaissir les coques et à nourrir l'intérieur du fruit, jusqu'à le convertir en cette pistache que nous connaissons tous et apprécions. Mais il y a quelque chose de plus. Le pistachier a un comportement naturel appelé production alternante. Cela signifie qu'une année, il peut offrir une récolte abondante et l'année suivante, une beaucoup plus réduite. Cette alternance n'est ni une erreur ni une maladie, mais une stratégie biologique pour récupérer et stocker de l'énergie. Les agriculteurs, conscients de ce rythme biannuel, ajustent leurs pratiques pour maintenir une productivité stable en alternant les charges et en équilibrant les cycles. Ainsi, la nature marque le rythme et l'agriculteur apprend à l'accompagner. Après des années d'attente et des mois de soins intensifs, arrive le moment le plus attendu par les agriculteurs, la récolte de la pistache. Une étape qui représente non seulement une récompense, mais aussi un véritable défi logistique, technique et émotionnel. La récolte se réalise généralement à la fin de l'été ou au début de l'automne, lorsque les fruits ont atteint leur point optimal de maturation. Mais comment le savent-ils? La pistache, lorsqu'elle est prête, s'ouvre légèrement d'elle-même, montrant son intérieur vert caractéristique. Ce signal est essentiel. Si elle est récoltée trop tôt, la saveur ne se développe pas complètement. Si on tarde trop, on court le risque de perte par chute, humidité ou même infestation de champignons. Dans les plantations modernes, la récolte a été mécanisée pour augmenter l'efficacité. On utilise des machines vibrantes connues sous le nom de secoueurs d'arbres qui se placent sur le tronc et secouent l'arbre avec une précision contrôlée. Le mouvement fait tomber les pistaches mûres sur des bâches ou des plateaux collecteurs, d'où elles sont transportées en vrac vers la zone de traitement. Ce système permet non seulement d'économiser du temps et de la main-d'œuvre, mais protège également l'intégrité du fruit. Néanmoins, il requiert de l'expérience. Trop de force pourrait endommager l'arbre ou les pistaches, trop peu, et la récolte sera incomplète. C'est pourquoi le maniement de ces machines nécessite des techniciens formés et un monitoring constant durant le processus. Dans d'autres parties du monde, spécialement dans les régions traditionnelles d'Iran, de Turquie et certaines parties de Syrie, le processus se réalise encore à la main.
Des familles entières participent à la récolte, étendant des couvertures sous les arbres et frappant doucement les branches avec des bâtons en bois. Bien que ce soit une méthode plus lente, elle préserve une connexion culturelle et familiale profonde, transmise de génération en génération. Une fois récoltés, les pistaches doivent être traités le plus rapidement possible. Le temps est critique. Le fruit est enveloppé dans une coque externe humide qui, si elle n'est pas retirée rapidement, peut fermenter et générer des moisissures, affectant à la fois la saveur et la qualité commerciale du produit. C'est pourquoi, immédiatement après la récolte, les pistaches sont transportées vers les usines de traitement. C'est là que commence la prochaine grande transformation, la conversion du fruit brut en pistache qui arrive sur nos tables. La récolte n'est pas seulement la fin du cycle agricole, c'est aussi la naissance d'une nouvelle étape, une célébration de la terre, de l'effort humain et le début du chemin vers le consommateur final. Une fois les pistaches récoltées, commence une course contre la montre. La qualité du fruit dépend en grande partie de ce qui se passe dans les heures suivant la récolte. Et c'est à l'usine que se détermine si ce petit trésor vert arrivera parfaitement au consommateur final. La première étape est l'élimination du péricarpe, une couche extérieure douce et humide qui recouvre la coque dure de la pistache. Ce processus doit être réalisé dans les premières 24 heures, car l'humidité peut provoquer fermentation ou taches qui affectent à la fois la saveur et l'apparence du fruit. On utilise des décortiqueuses mécaniques qui, avec une précision millimétrique, séparent cette peau externe sans endommager la coque. Vient ensuite le séchage. Dans de grands tunnels ou chambres avec flux contrôlé d'air chaud, les pistaches sont déshydratées jusqu'à atteindre un niveau d'humidité qui garantit leur conservation. Cette étape est critique pour éviter le développement de moisissures ou de bactéries et assurer que les fruits maintiennent leur texture croquante. Une fois séchées, les pistaches passent par un processus de classification. Ici, elles sont séparées par taille, couleur, ouverture naturelle et poids. On utilise des bandes transporteuses, des capteurs optiques et des systèmes de vision artificielle pour trier les fruits avec rapidité et précision. Les fruits ouverts, plus attractifs commercialement, ont généralement une valeur plus élevée sur le marché. Les fermés peuvent être ouverts de manière mécanique ou destinés à l'industrie alimentaire comme ingrédient. L'inspection qualité est rigoureuse. Bien que l'automatisation ait beaucoup progressé, de nombreuses usines intègrent encore du personnel formé pour vérifier manuellement les lots. Certains systèmes incorporent même des rayons X ou des caméras infrarouges pour détecter des anomalies internes ou des matériaux indésirables. Après tout cela, arrive le moment de l'emballage. Les pistaches sont scellées dans des sacs hermétiques, des boîtes ou des cartons selon la destination commerciale. Certains lots sont torréfiés, salés ou aromatisés avec différentes saveurs avant d'être distribués. Un processus qui combine technologie, tradition et contrôle qualité pour que chaque bouchée soit parfaite. La pistache n'est pas seulement un fruit sec, c'est le résultat d'un processus qui combine histoire, science et travail humain. Depuis son origine en terres arides jusqu'à sa transformation dans des usines industrielles modernes, chaque étape de sa vie est chargée d'efforts, de traditions, de connaissances et de technologies. Nous avons parcouru un chemin qui commence par la sélection d'une petite pousse et se termine par le craquement d'un fruit prêt à être consommé. Un cycle qui peut prendre des années, mais qui fournit l'un des aliments les plus appréciés, nutritifs et durables de la planète. Derrière chaque pistache que vous mangez, il y a des agriculteurs qui affrontent des climats extrêmes, des techniciens qui ajustent des machines avec une précision millimétrique et une chaîne d'étapes parfaitement synchronisée, qui garantissent saveur, qualité et respect de l'environnement. La prochaine fois que vous aurez une poignée de pistaches dans les mains, vous la regarderez peut-être avec d'autres yeux, avec respect pour le processus et un peu plus d'admiration pour tout ce qui se cache derrière ce petit fruit. Et maintenant, place à la question qui dérange. La pistache est-elle encore un produit agricole ou un actif financier comme un autre? Parce qu'au final, son prix fluctue presque comme celui d'une matière première stratégique. Alors, tradition millénaire ou spéculation moderne? Laissez votre avis en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. La pistache est un fruit d'exception, mais ce n'est pas la seule graine qui alimente le monde. Certaines cultures couvrent des millions d'hectares et donne naissance à l'un des ingrédients les plus utilisés de la planète, l'huile de tournesol. Savais-tu que le monde produit plus de 20 millions de tonnes d'huile de tournesol par an? C'est tellement d'huile que, si on la mettait dans des bouteilles d'1 litre alignées côte à côte, on pourrait faire presque 4 fois le tour de la Terre. Et pourtant, peu de gens imaginent vraiment comment ce liquide doré naît, à partir d'une fleur à la fois délicate et incroyablement puissante. Derrière chaque goutte, il y a des machines qui écrasent des milliers de graines par minute, des températures extrêmes et un processus industriel digne d'un laboratoire futuriste. Et le plus impressionnant, c'est que pour produire un seul litre d'huile, il faut presque 3 kilos de graines. Comment la nature et l'ingénierie parviennent-elles à transformer quelque chose d'aussi fragile qu'une fleur en un produit aussi pur, stable et essentiel dans notre cuisine? Aujourd'hui, tu vas plonger dans la fascinante odyssée qui transforme un champ de fleurs en des millions de bouteilles d'huile parfaitement limpides.
Des plantations à la presse, du raffinage à la mise en bouteille, tu vas découvrir le spectacle caché derrière le rayon de ton supermarché. Avant de commencer ce voyage fascinant, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant à la chaîne, parce que les coulisses de l'industrie ne font que commencer. Et l'épisode d'aujourd'hui risque bien de te surprendre. Avant qu'une seule goutte d'huile n'existe, tout commence dans des champs qui ressemblent à des mers jaunes, s'étendant à perte de vue. Le tournesol n'est pas seulement une belle fleur, c'est une véritable centrale naturelle à huile végétale. Chacune de ces graines renferme en moyenne jusqu'à 45% de matière grasse, un chiffre extrêmement élevé pour une plante cultivée. Les variétés utilisées sont choisies avec une précision quasi scientifique. Certaines lignées produisent plus d'huile, d'autres supportent mieux le froid, la sécheresse ou les maladies. En Europe, la culture se concentre surtout dans les régions au climat sec et ensoleillé, où les fleurs suivent le soleil comme des antennes naturelles en quête d'énergie. Mais le vrai secret de la productivité moderne, c'est la technologie. Des drones survolent les parcelles pour mesurer l'humidité du sol, le développement des plantes et détecter à l'avance des zones de stress. Des tracteurs guidés par GPS réalisent les semis avec une précision de quelques centimètres, garantissant que chaque graine dispose exactement de l'espace dont elle a besoin pour se développer. Et il y a un détail étonnant. Le tournesol fait partie des plantes capables de nettoyer les sols en absorbant certains métaux lourds, ce qui contribue à améliorer la qualité de la terre pour les cultures suivantes. Autrement dit, en plus de produire de l'huile, il participe à la régénération de l'environnement qui l'entoure. Quand les fleurs arrivent à maturité et que les pétales commencent à tomber, c'est le signe que l'huile s'est formée à l'intérieur des graines. En à peine une centaine de jours, un champ autrefois vert et fleuri se transforme en tonnes de matière première, prête à être récoltée mécaniquement. Un hectare bien conduit peut fournir jusqu'à 1500 litres d'huile, de quoi remplir environ 3000 bouteilles familiales. C'est le premier maillon d'une chaîne impressionnante que tu vas suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Lorsque le champ de tournesol atteint le stade idéal, le paysage change complètement. Les fleurs autrefois dressées vers le ciel sont maintenant courbées, lourdes de graines. C'est à ce moment que commence le ballet des gigantesques moissonneuses-batteuses. Ces machines sont de véritables monstres agricoles, pesant plus de 10 tonnes. Leurs barres de coupe avancent comme des mâchoires métalliques avalant des centaines de capitules par minute. À l'intérieur de la moissonneuse, une succession de batteurs, ventilateurs et grilles réalisent un travail d'une précision incroyable. Les graines sont séparées des tiges sèches, des feuilles et des débris. Un système de grilles vibrantes et de convoyeurs transporte, secoue et trie le tout, jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment plus que des graines. En une seule journée de travail, une machine peut récolter l'équivalent de dizaines de terrains de football. Les graines ainsi collectées sont déchargées dans de grandes remorques qui les transportent jusqu'aux usines de première transformation, où commence la phase de séchage. L'objectif est de réduire l'humidité naturelle des graines à environ 8%, le point idéal pour éviter le développement de moisissures et préserver la qualité de l'huile. L'air chaud qui circule dans les longs tunnels de séchage métallique peut atteindre 70 degrés Celsius, suffisamment pour évacuer l'excès d'eau, mais sans dégrader la richesse en huile. Une fois cette étape franchie, le bruit des champs laisse place au vacarme de l'usine. Les graines sont désormais prêtes pour la phase la plus intense du processus. L'extraction de l'huile, là où des tonnes de graines sont passées au travers de machines capables d'exercer des forces qui écraseraient littéralement l'acier ordinaire. Maintenant que les graines sont sèches et nettoyées, elles entrent dans le véritable cœur de la fabrique, un univers où la pression, la chaleur et l'ingénierie se combinent pour libérer l'huile enfermée dans chaque graine. Le premier passage se fait dans des broyeurs ou des laminoirs en acier tournant à très grande vitesse, qui transforment les graines en fins flocons. Cette préparation est cruciale. Plus la graine est aplatie, plus l'huile s'extrait efficacement. Ces flocons sont ensuite envoyés vers d'immenses presses continues, de longs cylindres métalliques parfois longs de plusieurs dizaines de mètres. À l'intérieur, des vis sans fin, des segments de compression et des chambres de pression agissent ensemble pour presser progressivement la matière. La force exercée peut dépasser 400 tonnes par centimètre carré. C'est tellement élevé que l'huile semble saigner des graines, s'échappant par de petites ouvertures tandis que le tourteau sec, le résidu solide, est expulsé à l'autre extrémité. Le liquide doré ainsi libéré est recueilli dans des bacs et dirigé vers des cuves de décantation, où la gravité fait son œuvre. Les particules solides plus lourdes se déposent au fond, tandis que l'huile surnage. En parallèle, le tourteau n'est pas jeté. Il sera valorisé comme aliment pour le bétail ou matière première pour d'autres industries. Rien ne se perd, tout est réutilisé. Et pour mesurer l'ampleur de l'opération, il suffit d'un chiffre. En une seule heure, une ligne de presse industrielle peut traiter plus de 100 tonnes de graines, en extrayant jusqu'à 45 000 litres d'huile brute. L'ambiance est unique. Chaleur permanente, odeur de graines toastées,
grondement continu des moteurs et des engrenages. Tout est pensé pour tirer le maximum de chaque graine avant que l'huile ne parte vers l'étape suivante, celle du raffinage, où le liquide encore sombre et odorant deviendra limpide et neutre. L'huile qui sort des presses est très loin de ressembler au liquide clair et brillant que tu connais. Elle arrive dans les cuves de raffinage épaisses, foncées, avec un goût et une odeur marquée de graines grillées. C'est dans cette partie de l'usine que commence la véritable alchimie de la purification, où chaque étape joue un rôle bien précis. La première phase s'appelle la neutralisation. On mélange à l'huile brute une solution de soude caustique, de l'hydroxyde de sodium. Cette réaction chimique permet de capter les acides gras libres et certaines impuretés, formant une sorte de savon qui sera ensuite éliminé par lavage à l'eau chaude. À l'issue de cette étape, l'huile devient plus douce, moins acide et plus stable. Vient ensuite la décoloration. On ajoute à l'huile une argile spéciale appelée terre de décoloration ou terre décolorante. Cette poudre a la capacité d'absorber les pigments colorés, certains résidus de phospholipides et d'autres composés indésirables. Le mélange est maintenu à environ 90 degrés Celsius dans des cuves fermées, sous agitation constante, puis filtré à travers des filtres à plaques en acier. La terre chargée d'impuretés reste prisonnière des filtres, tandis que l'huile, désormais plus claire, poursuit sa route. À ce stade, elle a déjà gagné en transparence, mais il lui reste encore une signature bien identifiable, son odeur. Car oui, chaque huile a son parfum de fabrique. Dans le cas du tournesol, l'arôme rappelle celui des graines grillées, avec une légère note fumée. Pour beaucoup d'utilisations alimentaires, on recherche pourtant une huile neutre, presque sans goût ni odeur. C'est le rôle de l'étape suivante, la désodorisation, qui va littéralement effacer la mémoire olfactive de l'huile. Même après ce raffinage, l'huile de tournesol doit affronter un dernier test technologique avant de pouvoir briller en rayon, la désodorisation. C'est la touche finale de la purification, un jeu subtil entre chaleur extrême, vide poussé et temps de contact contrôlé au millimètre. L'huile entre dans de grandes colonnes en acier inoxydable, les colonnes de désodorisation. À l'intérieur, elle est chauffée jusqu'à environ 200 degrés Celsius, parfois un peu plus, sous un vide très élevé. Dans ces conditions, on injecte de la vapeur d'eau surchauffée qui traverse l'huile. Cette vapeur entraîne avec elle les molécules volatiles responsables des odeurs et de certains goûts résiduels. Tout est hypersensible. Si la température dépasse les limites, l'huile risque de s'oxyder ou de se dégrader. Si elle est trop basse, les composés indésirables restent présents. Des capteurs numériques surveillent en permanence température, pression, débit de vapeur et niveau de vide. Les vannes et automatismes ajustent le procédé en temps réel. Le résultat est un liquide clair, brillant, dépourvu d'odeur marquée, le standard de pureté recherché par l'industrie alimentaire. À ce stade, chaque goutte a déjà parcouru des dizaines de mètres de tuyauterie, traversé des cuves, des colonnes et des filtres, pour atteindre les grands réservoirs finaux, entièrement nettoyés et désinfectés, où l'huile repose en attendant la mise en bouteille. L'huile de tournesol, qui a traversé toutes ces phases de raffinage, ne peut toujours pas être vendue directement. Avant, elle doit passer par le verdict du contrôle qualité. C'est le travail des laboratoires internes, de véritables gardiens de la pureté. Dans ces salles blanches, des techniciens en blouse blanche prélèvent des échantillons de chaque cuve. Le premier paramètre mesuré est l'indice d'acidité. Si la valeur dépasse un seuil très strict, par exemple 0,2%, le lot entier peut être bloqué, voire rejeté. Ensuite viennent les tests de couleur, d'odeur et de transparence, réalisés à l'œil, mais aussi avec l'aide de capteurs optiques capables de détecter des particules invisibles à l'œil nu. Certains laboratoires utilisent des spectrophotomètres, des appareils qui mesurent la façon dont la lumière traverse l'huile. La moindre variation anormale peut révéler la présence d'impuretés, d'oxydation ou de défauts. Le test de stabilité thermique, lui, consiste à chauffer l'huile pendant plusieurs heures pour vérifier qu'elle ne s'assombrit pas et ne développe pas de dépôts. C'est impressionnant de se dire que ce produit si banal en rayon est en réalité un liquide certifié, mesuré et testé sous tous les angles avant d'arriver dans ta cuisine. À ce stade, l'huile de tournesol est, littéralement, un produit de laboratoire, validé goutte après goutte. Une fois que tous les indicateurs sont au vert, les grands réservoirs sont enfin autorisés à alimenter la prochaine étape, celle qui transforme ce liquide en produit fini, la mise en bouteille automatisée. Après son feu vert en laboratoire, l'huile de tournesol se dirige vers le secteur le plus spectaculaire de la fabrique, la chaîne d'embouteillage. C'est là que le liquide doré adopte son visage commercial et devient l'huile que tu reconnais sur les étagères. Tout commence lorsque les réservoirs géants envoient l'huile, via des pompes, vers des lignes de remplissage haute vitesse.
Sur de longs convoyeurs en acier ou en plastique, des centaines de bouteilles en plastique ou en verre avancent en file indienne. Des capteurs repèrent chaque bouteille et la positionnent exactement sous une buse de remplissage. En quelques fractions de secondes, la quantité exacte d'huile est dosée et versée. Sur une seule ligne, on peut remplir jusqu'à 15 000 bouteilles par heure, parfois plus dans les usines les plus modernes. Le bruit est continu. Cliquetis des valves, vrombissement des moteurs, frottement des convoyeurs. Les bouchons sont alimentés automatiquement par des trémies, orientés dans le bon sens puis vissés ou sertis sur les goulots. Des systèmes de contrôle par vide ou par pression vérifient que chaque bouteille est parfaitement fermée. Ensuite, les bouteilles passent dans des machines d'étiquetage qui apposent les informations obligatoires. Marque, volume, valeur énergétique, date limite de consommation, numéro de lot, origine. Des bras robotisés saisissent ensuite les bouteilles par paquet et les regroupent en packs enveloppés dans un film plastique rétractable, chauffé pour se tendre parfaitement. Les packs sont ensuite disposés sur des palettes, prêtes pour le stockage et l'expédition. Tout ce balai n'est possible que grâce à un système centralisé de contrôle qui surveille en temps réel le débit, la pression, la température et la cadence de chaque machine. Une légère variation sur une ligne peut être corrigée immédiatement pour éviter des pertes ou des bouchons. C'est une véritable chorégraphie industrielle gouvernée par des capteurs et des algorithmes. Une fois emballée, l'huile de tournesol quitte la zone de production pour rejoindre d'immenses entrepôts de stockage climatisés. Ces bâtiments peuvent couvrir l'équivalent de plusieurs terrains de football, avec des rayonnages de palettes montant parfois jusqu'à 8 mètres de haut. Chaque palette contient des centaines, voire plus d'un millier de bouteilles, et des chariots élévateurs électriques se déplacent en continu pour les positionner ou les récupérer. Des étiquettes électroniques et des puces de type RFID permettent de savoir en permanence où se trouve chaque lot, quand il a été produit et vers quelle destination il est programmé. Une grande usine peut expédier jusqu'à plusieurs centaines de tonnes d'huile de tournesol par jour, soit l'équivalent de centaines de milliers de bouteilles. Les camions partent vers les centres logistiques des grandes enseignes, les grossistes, les industries agroalimentaires ou même les ports, lorsque l'huile est destinée à l'exportation. Comme l'huile est sensible à la chaleur et à la lumière, les flux logistiques sont optimisés. Chargement rapide, trajet parfois nocturne, stockage à l'abri des fortes températures. Même une fois sorti de l'usine, des contrôles sont encore réalisés dans certains dépôts pour s'assurer que la qualité reste parfaitement conforme. Après tout ce trajet, il devient difficile de regarder une simple bouteille d'huile de tournesol sans percevoir la démesure industrielle qui se cache derrière. Car ce liquide ne sert pas qu'à frire des frites ou assaisonner des salades. C'est aussi l'une des huiles les plus polyvalentes au monde. Au-delà de la cuisine, l'huile de tournesol est utilisée comme base pour de nombreux cosmétiques, crèmes, lotions et produits de soins, grâce à sa texture légère et à sa richesse en vitamine E. Elle peut servir de lubrifiant industriel léger, d'ingrédients dans des peintures, et même de matière première pour des biocarburants. Dans certaines régions d'Europe, des tracteurs agricoles roulent déjà avec des huiles végétales pures, proches de celles utilisées en cuisine. Des chercheurs explorent également son potentiel comme matière première pour produire des plastiques plus durables ou des résines plus respectueuses de l'environnement, capables de remplacer partiellement les dérivés du pétrole. En d'autres termes, la même fleur qui colore les champs en jaune pourrait contribuer à réduire un jour une partie des déchets plastiques de la planète. Et voici une dernière curiosité. Le tournesol est l'une des rares plantes qui suivent le soleil du lever au coucher. Ce mouvement, appelé héliotropisme, est presque une métaphore parfaite du processus que tu viens de découvrir. Une recherche constante de lumière, d'énergie et de transformation. De la petite graine semée dans un champ aux palettes empilées dans les entrepôts, chaque étape de ce cycle est un mélange d'ingéniosité humaine et de collaboration avec la nature. Dis-moi honnêtement, avant cette vidéo, tu pensais vraiment à tout ce processus qu'il y a derrière une bouteille d'huile avant d'arriver dans ta cuisine ou tu n'y avais jamais réfléchi? Partage ta réaction dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, ajoute un pouce bleu à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour continuer à découvrir les coulisses incroyables des usines qui font tourner le monde.